I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Tableau de bord. Hajar Chafai. Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro Tableau de bord. On n'en parlera jamais assez. Les TPE, les très petites entreprises, représentent 96% du tissu économique marocain. Elles emploient près de la moitié de la population active et pourtant, elles sont les grandes oubliées des politiques publiques. Et pour en parler aujourd'hui, qui mieux que Amine Diori, responsable études et communications chez Inforisque et qui a longuement étudié cette structure. Amine Diori, bonjour. Bonjour Eva. Ça fait plaisir de vous recevoir. Merci, ça fait plaisir aussi d'être là. Alors vous connaissez le principe, avant d'aller au vif du sujet, on va d'abord écouter la synthèse des faits économiques de la semaine, préparée par Rizlan Ramzi. On commence ce tour d'horizon de l'actualité avec le projet de loi de finances, le PLF qui était en discussion toute cette semaine et soumis au vote également. La commission des finances à la première chambre vient d'approuver la première partie du projet de loi de finances avec 58 amendements. La CGEM a également déposé ses requêtes à la deuxième chambre du Parlement. Sur le volet TVA, la CGEM propose d'harmoniser le droit de déduction sur le délai de prescription en matière fiscale, soit 4 ans. Au même registre, le patronat se dit contre l'imposition à 20% des loyers relatifs aux locaux professionnels et demande le maintien du dispositif en vigueur actuellement. Autre requête, et non des moindres, la généralisation du remboursement de crédit TVA à l'ensemble des activités pour rendre neutre cette taxe. Pour rappel, ce mardi, le PLF devra atterrir à la deuxième chambre, la chambre des conseillers, pour une deuxième lecture. Le projet de loi de finances 2017 sera adopté d'ici la fin du mois de mai. Et cette mise en garde de Fitch sur l'expansion des banques marocaines en Afrique qui ne serait pas sans risque selon l'agence de notation. Fitch affirme que les banques nationales qui créent ou acquièrent des banques sur des marchés ayant des notes souveraines inférieures sont exposées au grand portefeuille d'obligations des gouvernements que leurs filiales détiennent généralement. En outre, les environnements d'exploitation sont également généralement plus risqués. En 2016, des filiales africaines ont fortement contribué au bénéfice des banques marocaines. 32% en 2016 pour BMCE, 29% pour Attijari Wafa Bank et 12% pour la Banque Centrale Populaire. Pour Fitch, si la nouvelle filiale égyptienne d'Attijari Wafa Bank continue d'être aussi rentable qu'elle l'a été récemment, les contributions des banques africaines aux résultats consolidés des groupes pourraient devenir encore plus importantes. Banque toujours avec la BCP qui lance des rencontres pour parler de la flexibilité du dirham. La Banque Centrale Populaire a réuni les opérateurs à Agadir, Marrakech, Casablanca et Rabat. Une manière d'apaiser les craintes des opérateurs suscitées par la transition à un régime de change flexible. Abdelmalek Mouatadid, directeur des marchés de la BCP, a livré quelques pistes permettant au monde des affaires, particulièrement les entreprises œuvrant dans l'import, de se prémunir contre les risques de change. Un budget global de 10 milliards de dirhams sera injecté aux 12 régions du Royaume à l'horizon 2020. C'est ce qu'a annoncé cette semaine à Fès le ministre de l'économie et des finances lors des travaux du premier forum économique de la région Fès-Meknès. Selon Mohamed Boussaïd, ces budgets permettront de booster les investissements publics et de relancer les entreprises locales. Enfin, 191 millions de dirhams, c'est les fonds collectés cette année lors de la campagne nationale de solidarité. Le comité de soutien et le conseil d'administration de la fondation Mohamed V ont contribué à hauteur de 140 millions de dirhams. Pour le reste, la fondation a reçu des dons et des contributions directes grâce notamment à la vente des badges et des timbres. C'était la synthèse des faits économiques, signée Rizlan Ramzi. Alors, y a-t-il 2 ou 3 actualités que vous voudriez commenter ? Oui, effectivement, plusieurs. Déjà, cette semaine, j'étais à Planète Entreprise, très intéressant, beaucoup d'entreprises, d'entrepreneurs avec des projets très intéressants. Ce qui est à remarquer, il y a différentes catégories à Planète Entreprise. Il y a la partie digitale, la partie ressources humaines, finances, développement commercial. Et ce qu'il y avait de commun à tous ces compartiments, c'est la digitalisation des solutions proposées. Aujourd'hui, le digital est partout. Il n'est plus simplement présent dans la partie IT digital, il est vraiment présent partout. Dans la partie finance, c'est ce qu'on présentait hier. Et donc vraiment, c'est une très bonne chose de voir qu'il y a des entrepreneurs qui
qui propose des choses innovantes pour justement aider les entreprises à évoluer. Quel était l'objectif de cette rencontre ? Alors déjà, évidemment, c'est présenter ses produits, c'est faire des rencontres avec des clients potentiels, évidemment. C'est d'écouter des conférences thématiques très intéressantes. Il y en avait vraiment pour tous les sujets, des sujets RH, développement commercial. Il y avait vraiment beaucoup d'intervenants de très haute volée. Donc les échanges étaient très intéressants. Il y avait beaucoup de monde, intéressant. C'était fructueux pour vous. Vous avez reçu un prix, l'entreprise Inforisque. Il faut le notifier. C'est gentil. En fait, oui, effectivement, on a reçu le prix des meilleurs services financiers. Et par ailleurs, on a reçu un deuxième trophée qui est celui de Financial ID. Donc Financial Days, et donc on est content, c'est une bonne chose, ça veut dire que notre produit a convaincu les membres du jury. Et c'est vous-même qui avez présenté les arguments. Hein. Je commence à connaître les arguments. Oui. Alors, une deuxième actualité que vous voudriez commenter, notamment le projet de loi de finances qui est en train d'être discuté en ce moment à la Chambre des représentants. Effectivement, j'ai lu pas mal de choses intéressantes, notamment des propositions de la CGEM qui revient sur des vieux classiques, notamment des vieux classiques certes, mais qui sont très importants pour l'entreprise. Je pense notamment à l'IS progressif. On avait fait un premier pas en rajoutant des barèmes supplémentaires au niveau de l'IS. Maintenant, passer complètement le pas avec l'IS progressif, ce sera une véritable avancée. Le fait de le remboursement du crédit de TVA, quelle que soit l'origine de ce crédit de TVA, alors qu'aujourd'hui il est limité à certains cas particuliers, notamment en cas d'investissement pour les entreprises exportatrices ou pour certaines activités. Donc généraliser ce remboursement de crédit de TVA, d'autant plus que aujourd'hui ça grève la trésorerie des entreprises, donc ça peut être une véritable avancée. Donc voilà, il y a pas mal de choses que la CGEM met en avant et je les soutiens vraiment pour qu'il y ait des avancées au niveau fiscal. Alors il y a un parti politique qui propose d'imposer les dividendes. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ? Dans certains pays, ça se fait, oui, pourquoi pas. Ça peut pousser l'argent à rester davantage dans l'entreprise, c'est-à-dire plutôt que de distribuer des dividendes, que cet argent reste dans l'entreprise, qu'il soit réinvesti. Donc ça peut effectivement inciter les dividendes en bourse, excusez-moi, j'ai pas précisé. Bon, de toute façon, ça change pas la finalité de ma question. Donc ça peut être intéressant effectivement de conserver cet argent et qu'il soit réinvesti pour des projets plus fructueux pour l'entreprise. Alors il y a un autre sujet pour finir, c'est la flexibilité du dirham qui fait peur, disons-le comme ça, à plusieurs opérateurs, des exportateurs, les bureaux de change également. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, c'est vrai que Banque du Maroc a prévu de faire ce changement de manière douce, donc normalement on ne devrait pas sentir grand-chose. Maintenant, pour les opérateurs économiques, je comprends leur inquiétude, puisqu'il va y avoir davantage de fluctuations, donc davantage de couverture des risques de devises, donc des risques qui augmentent. Maintenant, c'est vrai que l'arme de la devise est à double tranchant, c'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui très bien dévaluer le dirham pour être plus compétitif à l'export, mais ça voudra dire de l'autre côté qu'on importe beaucoup plus cher. Donc, sachant qu'aujourd'hui, notre déficit commercial est largement excédentaire, on pourrait creuser davantage ce déficit. Donc voilà, il faut toujours réfléchir à ces aspects-là avant de prendre une décision. On arrive donc à la deuxième partie de Tableau de bord. Le scan sectoriel. Je rappelle notre invité aujourd'hui, Amine Dioli, responsable études et communication au sein d'Inforisque. Alors, vous venez de réaliser une enquête sur la situation des TPE au Maroc. Si on commençait d'abord par la cartographie de ces entreprises, où sont-elles concentrées et dans quel secteur ? Alors effectivement, quand on parle TPE, pendant les jours Planète Entreprise, j'ai entendu beaucoup de chiffres circuler. Alors d'une fois, j'entendais que la PME, c'était 90% du tissu économique, d'autres fois la TPE, 92-93%. La réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, on a 400 000 sociétés, personnes morales. Sur ces 400 000 sociétés, il y en a 92% qui sont des TPE. À côté de ça, on a des entreprises individuelles, 900 000. Par définition, vont être plutôt dans la case TPE.
Donc en réalité, si on rajoute les entreprises individuelles avec les sociétés et personnes morales, on arrive à 1 250 000 sur 1,3 million, soit 96% du tissu économique marocain aujourd'hui qui est de la TPE. Pas de la PME, de la TPE, c'est-à-dire moins de 10 millions de dirhams de chiffre d'affaires. C'est la totalité, c'est l'essentiel de l'économie nationale. Exactement. Dans ce cas-là. Exactement. Donc l'effort qui doit être concentré, bon certes les grandes entreprises emploient le plus aujourd'hui, mais imaginons que chaque TPE réussisse à créer un emploi supplémentaire. Imaginez le potentiel, le réservoir d'emplois qui pourrait être créé ici. Alors vous dites que les grandes entreprises emploient plus, mais j'ai vu quelques chiffres, peut-être que c'est pas vraiment correct que les TPE emploient près de la moitié, créent près de la moitié des emplois. Par définition, une grande entreprise, donc elle fait plus de 250 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Par définition, elle va employer beaucoup plus de personnes qu'une TPE qui... Vous parlez pas en général? Oui, effectivement, oui. Je parlais de manière unitaire. D'accord, alors elles sont concentrées où au Maroc et dans quel secteur? Alors on retrouve les 3 secteurs traditionnels, c'est-à-dire le commerce, le BTP et l'immobilier, ainsi que l'industrie extractive. L'hôtellerie? Toujours pas? Un peu moins, mais voilà, il figure dans les 10 premiers secteurs où sont concentrés ces TPE. Et la région de Casablanca concentre près de la moitié de ces TPE. Exactement, sans surprise. Casa, Rabat, Kenitra, c'est près de 60% des TPE marocaines. Alors, Hamid Diolé, il y a 2 ans à peu près, vous étiez l'invité tableau de bord pour parler des TPME en général. Est-ce que la situation des TPE a évolué depuis ? Alors, à l'époque, j'essayais déjà d'alerter sur la situation économique des TPE, leur dire que ça allait très mal. 2 ans après, la situation va encore plus mal. Un chiffre pour ça, je parlerai d'un score de défaillance que nous calculons. Les entreprises, les TPE qui sont dans une situation très difficile, c'est-à-dire qui sont dans une situation très proche de la défaillance, de la faillite totale, cette part-là a fortement augmenté, plus 5 points depuis 2 ans, ce qui est assez important. Mmh. Donc, si on ne fait rien, on risque d'alimenter davantage les statistiques de défaillance d'entreprise qui ne sont déjà pas bonnes sur le premier trimestre de cette année. Voilà, ça c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que il y a eu une baisse assez importante du chiffre d'affaires sur la période 2012-2015, quand même moins 26%, ce qui n'est pas rien. Alors, comment expliquer cela ? Les responsables, les dirigeants de TPE avec qui j'ai eu l'occasion de discuter me disaient une chose très simple. Aujourd'hui, on a un gros problème d'impayés. On met 10 mois, 11 mois, 12 mois à être payé. Les délais de paiement. Voilà. Donc moi, je préfère, en tant que dirigeant, je préfère sélectionner les entreprises avec qui je vais travailler, quitte à réduire la voilure, c'est-à-dire gagner moins d'argent, mais au moins le récupérer en temps et en heure, ou le plus rapidement possible. Ce qui diminue le chiffre d'affaires voilà, et les marges peut-être, parce que la rentabilité aussi est en baisse durant cette période. Alors effectivement, la rentabilité nette a baissé. On était à 2,5 il y a encore 2 ans. Elle est proche de 0 cette année. Donc vraiment, on est vraiment à la limite. Si on continue comme ça, effectivement, pour chaque dirham vendu de chiffre d'affaires, l'entreprise risque de perdre de l'argent. 2016 a quand même été une année relativement calme, plat au niveau de l'évolution du PIB, on parlait d'une moyenne de 1,4, 1,4, 1,6 effectivement. Moi, je parle de cette année, parce que vous avez dit cette année, je suis sur 2017. Effectivement, je suis par rapport aux chiffres de 2016, 2015 et précédemment. D'accord. 2017, effectivement, la croissance devrait se redresser. Maintenant, les facteurs de défaillance d'entreprise sont toujours là. Je veux dire, la question des délais de paiement est toujours présente. L'entrée en vigueur de la nouvelle mouture ne rentrera qu'à partir de septembre prochain. L'administration publique ne sera concernée qu'à partir du 1er janvier 2018. Il faudra bien compter 1 an avant de mesurer quoi que ce soit. Mais pendant ce temps-là, voilà, les entreprises sont... La loi sur les délais de paiement qui a été adoptée en 2012 n'a pas donné de résultats, vraiment. C'est très simple. Entre 2012 et 2015... Les délais de paiement en 2012 étaient à 8 mois pour les TPE. Elle a dépassé les 10 mois en 2015. Les défaillances d'entreprise ont multiplié par 3. Comment ça se fait alors qu'il y a une loi qui a été adoptée justement ? Je pense très sincèrement que cette loi n'a pas été suivie d'effet, tout simplement. Alors moi j'explique ça comment ? Une raison très simple. Il y a 2 grands donneurs d'ordre au Maroc. Il y a l'État, il y a les grandes entreprises. Les 2 ne jouent pas le jeu. Logiquement, l'État... qui est un grand donneur d'ordre, devrait aussi pouvoir pénaliser ceux qui ne respectent pas la loi. Or, on sait que sur les marchés publics,
Et sur d'autres marchés, l'État est très mauvais payeur, paye parfois plus mal que les entreprises privées. Difficile de punir une entreprise privée alors qu'on est soi-même mauvais payeur. Après, quand on est une TPE, il y a une autre problématique. Quand on travaille avec une très grande entreprise qui ne nous paie pas, on n'a pas tendance à aller devant la justice ou crier ça haut et fort parce qu'on risque de perdre ce gros marché. Il y a cette pression-là assez importante. Parce que j'en connais, j'ai rencontré des gens justement qui dirigent des petites entreprises ou des moyennes entreprises et qui nous disent oui, on peut rien faire, il faut attendre, autrement on va les perdre et c'est un marché énorme pour nous. Oui, non, c'est tout à fait exact. Il y a une forte dépendance. C'est ça le problème quand on est une petite entreprise, on dépend de 1 ou 2 clients maximum, on en perd un, on est mort. Alors qu'effectivement, quand on grossit un petit peu, quand on diversifie le portefeuille client, on peut en perdre un, mais voilà, on n'est pas complètement foutu. On a le temps, en tout cas, de se redresser. Cette problématique est vraie. Moi, j'ai entendu effectivement un autre son qui était de dire, cette entreprise-là avec qui je travaillais, ok, elle me rapportait de l'argent, mais elle me paye très très mal. Donc, j'ai plus envie de travailler avec elle. Je vais travailler avec quelqu'un d'autre. Quitte à perdre de l'argent, je préfère travailler avec quelqu'un d'autre. Mais les deux sons de cloche sont vrais. Et d'ailleurs, je voudrais dire une anecdote. Durant Planète Entreprise, pourquoi j'ai remporté le trophée service financier? C'est pas parce que j'étais particulièrement éloquent, c'est parce que j'ai répété plusieurs fois un mot. J'ai répété plusieurs fois impayé. Impayé, impayé, impayé. Et là, tout de suite, et la solution que je proposais derrière, justement pour lutter contre ça. Et j'avais face à moi des DAF et des directeurs généraux de grandes entreprises quand même. C'était pas des TPE, des grandes entreprises et qui subissaient aussi ces problèmes-là. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un problème qui est généralisé. Le mot impayé fait peur à tout le monde. Et c'est les TPE qui en souffrent le plus aujourd'hui. Mais si, Ami Dieu, si ce n'est pas la loi qui va changer cela, parce qu'on l'a vu avec 2012, et là encore, on va voir ce que ça va donner avec la nouvelle mouture, mais si ce n'est pas la loi, qu'est-ce que c'est? Parce que finalement, c'est une question de culture. Comment les autres pays, d'autres pays peut-être qui ont avancé sur ce point, sont arrivés à être dans les délais 6 mois maximum pour payer un client? Je citerai par exemple un exemple le plus proche pour nous, la France. La loi de modernisation économique de 2008, il y a eu des fortes avancées au niveau des délais de paiement, la loi marche. Aujourd'hui, l'État français paye un délai max de 10 jours, sachant que la moyenne, 10 jours de retard max, sachant que la moyenne en France est de 15 jours, au-delà du délai légal. Donc, on n'est pas dans les cas français, mais quand même, on voit que l'État français a fait de gros efforts pour être très bon payeur. Et aujourd'hui, c'est lui qui donne l'exemple, c'est lui qui sanctionne également. Bercy donne des amendes qui vont jusqu'à près de 300 000 € pour les très mauvais payeurs et n'hésite pas à sanctionner les très grosses entreprises, type SFR par exemple en France, qui a écopé de plusieurs grosses amendes. Ce qui est prévu dans la nouvelle mouture ou pas, les pénalités, non? Non, enfin les pénalités oui, mais il n'y aura pas de sanctions pécuniaires. Enfin, des sanctions du type les 300 000 €. Quel genre de pénalité alors? C'est un pourcentage sur le montant de la créance à recouvrer. Maintenant, justement, c'est une autre question, puisque je lisais récemment que l'État, par rapport à la loi sur les délais de paiement, voulait revoir le pourcentage des pénalités de retard. Et il a aligné sur les intérêts moratoires, c'est-à-dire les 3% qui vont s'appliquer sur la partie publique, enfin les marchés publics. C'est un très mauvais signal qui est envoyé par rapport à cette nouvelle loi, parce que l'État qui est censé faire appliquer le bon fonctionnement demande 3%, ce qui n'est rien finalement. Quand moi je ne suis pas payé, je vais voir mon banquier, il me fait payer du 10-12%. Donc finalement pour l'État c'est plus intéressant de faire payer le crédit à l'entreprise plutôt que se financer auprès d'une banque. Donc vous plaidez pour que les pénalités soient beaucoup plus importantes en termes... Bien sûr, la CGM demande que ça reste à 10%, comme c'est le cas prévu aujourd'hui. On n'a pas à rebaisser ce taux, ce serait de la folie. On va y arriver? Parce que vous en parlez beaucoup justement, c'est une thématique qui vous tient à cœur. Ah oui, non, mais complètement. Est-ce qu'on avance dans le bon sens? Il paraît que non, parce qu'on est en train de rallonger les délais de paiement finalement. Alors, ce que j'espère simplement, c'est que par rapport à cette nouvelle loi, on ne change pas ce qui est prévu initialement, c'est-à-dire un taux de pénalité de 10%, et que voilà, le bon sens l'emporte et qu'on ne fasse pas payer à l'entreprise, quelle que soit sa taille, un crédit fournisseur. Ce serait vraiment dommage pour le développement de l'économie en général. Alors en parlant de l'État et de son rôle dans ce cas-là, surtout qu'on parle de 96% de tissu économique national, on a tous suivi la mise en place du nouveau gouvernement et le programme gouvernemental.
Est-ce que vous pensez qu'on en a parlé assez des TPE, qui représentent quand même la bonne partie de l'économie? Alors, pour l'instant, je trouve que dans le concret, dans le réel, on n'a pas eu de grandes déclarations. Il y a eu des formules de bonne intention pour l'instant. Je remarque simplement que dans l'ancien gouvernement, il y avait un ministère de la TPE, l'insertion de l'informel, et que ce ministère a été supprimé avec le nouveau gouvernement. Bon voilà, je constate simplement ça. Sinon, je ne vais pas commencer à critiquer ou juger. J'attends de voir quelles sont les mesures concrètes qui seront proposées pour aller plus loin. Et justement, les mesures concrètes, s'il y avait 2 mesures urgentes à mettre en place aujourd'hui? Bon, je pense qu'effectivement, les débats qui sont en cours sur la question de la fiscalité, il faut absolument le plus possible alléger la trésorerie des entreprises. Donc la question de l'IS progressif, la question du remboursement des crédits de TVA, la question de la pure application de la loi sur les délais de paiement, tout ça doit être fait en sorte que ce ne soit plus l'entreprise qui paye pour des choses qui me peut sembler tout à fait normales. Alors là, c'est clair. On va passer au financement de ces TPE. Dans un rapport, il y a 2 ans, le FMI avait pointé du doigt le manque de financement pour les PME marocaines, et ça inclut aussi les TPE. Est-ce que c'est toujours problématique 2 ans après? Oui, c'est problématique. Alors, effectivement, l'étude en question parlait de la PME, et déjà, elle mettait en avant les difficultés que rencontrait la PME auprès du banquier, notamment les garanties excessives qui étaient demandées et qui pouvaient dépasser 2 fois le montant demandé. Donc, effectivement, ça pouvait freiner de manière considérable le financement de ces petites entreprises. Maintenant, dans mon étude, je vois une chose qui ressort très nettement, c'est que quand on regarde le financement d'une petite entreprise, aujourd'hui, c'est pour 2 tiers, c'est des fonds propres et compte courant d'associés. C'est-à-dire que c'est le chef d'entreprise lui-même qui finance son activité. Arrive avec des fonds qui proviennent notamment de la famille. Je me rappelle qu'il y a une structure qui avait fait une enquête là-dessus. Oui. Exactement, ces fonds propres, ceux de la famille, les amis, etc. Et à côté de ça, en 3e position, arrivait le crédit interentreprise, le crédit fournisseur, et juste après, avec un très faible pourcentage, le crédit bancaire. Aujourd'hui, les TPE ont très peu accès à ce mode de financement. 8% de leur passif, c'est quasiment rien, c'est nul. Et pourtant, la Banque centrale avait mis en place un programme pour justement encourager le financement bancaire pour les TPME, en fait. Oui, exactement. Ça a été lancé il y a 3 ans à peu près, ça n'a pas donné beaucoup de fruits. Alors, il y a eu plusieurs mécanismes qui ont été mis en place, effectivement. Il y a aussi le fonds de soutien à la TPME, justement. Je pense que c'est de ça dont vous parliez. Oui, tout à fait. Alors, quand on regarde les montants investis, qui dépassaient le 1,5 milliard, mais surtout la structure des entreprises dans lesquelles ces montants étaient investis, c'était quand même des grosses PME. C'était pas de la TPE à proprement parler, c'est-à-dire des entreprises moins de 10 millions. Quand on faisait le rapport entre le montant investi et qu'on regardait le chiffre d'affaires global, on se rendait compte que c'était vraiment des entreprises qui faisaient des chiffres d'affaires assez importants. Donc voilà. D'accord. Donc aujourd'hui, ce fonds échappe un petit peu à la TPE. Et pourtant, c'est un fonds pour la TPME. Oui, la TPME. Donc peut-être qu'il faut un autre mécanisme uniquement pour la TPE, pour qu'on soit clair. Oui, peut-être. Oui, effectivement. Je pense que ça peut être la solution. Heureusement, on voit que la TPE est devenue un sujet à la mode pour les banques. Maintenant, la plupart des grandes banques affichent leur volonté de financer cette catégorie d'entreprises. Des milliards qui sont débloqués par toutes les grandes banques. C'est une très bonne chose parce qu'aujourd'hui, effectivement, les banques, elles, de leur côté, sont dépendantes de très gros clients. Et on a vu que, justement, quand il y avait une grande entreprise qui est rentrée en faillite, ça pouvait impacter toute l'économie et leur activité à elles. Alors que l'avantage des TPE, certes, c'est des petits montants, certes, il y a plus de risques, mais vous faites ça sur un volume beaucoup plus important. Donc, finalement, vous pouvez amortir le risque sur le volume global. Vous dites qu'il y a plus de risques, même si elles sont très peu endettées, ces TPE? Il y a un risque quand même. Le risque, déjà, c'est quoi? C'est le risque de défaillance, c'est le risque de défaut de paiement, de remboursement. Donc, il y a un risque, effectivement. Il suffit juste qu'une TPE perde un client pour qu'elle soit plus en mesure de rembourser. Donc, effectivement, le banquier... Elle est beaucoup plus fragile qu'une mastodonte. Exactement. Et il y a une autre solution, sinon, c'est la bourse des valeurs de Casablanca. Et justement, on prépare aujourd'hui un compartiment pour les TPE et les PME. Pensez-vous que ces structures seraient prêtes à aller vers le marché des capitaux pour lever des fonds? Parce que c'est question de culture là aussi.
Alors la TPE, je ne pense pas qu'elle soit prête aujourd'hui pour ce marché boursier. Ça concerne davantage les PME et les grosses PME, c'est-à-dire aujourd'hui les entreprises qui vont faire plus de 100 millions, à mon avis, 100 millions de dirhams de chiffre d'affaires. Celles-là sont concernées. Et encore, il faut qu'elles soient bien structurées, qu'il y ait une bonne gouvernance et qu'elles aient un attrait justement pour aller chercher du financement sur les marchés boursiers. Parce que ça Pourquoi demande beaucoup de... ça demande... Il y a quand même des contraintes. Le fait de s'introduire, ça veut dire qu'on est obligé de publier son bilan tous les 3 mois, on a une obligation de transparence, on ne fait pas ce qu'on veut. Donc voilà, c'est quand même une autre culture. En France, effectivement, dans d'autres pays, aux États-Unis, c'est rentré dans les mœurs. Au Maroc, c'est pas encore tout à fait le cas. Il faut du temps. Il faut du temps, il faut des changements au niveau de la gouvernance. Voilà, c'est une question Et d'ailleurs, de culture. en parlant de transparence, l'informel représente combien dans ces entreprises, dans ce marché? Alors, quand j'ai cité les chiffres de la TPE au tout début, je parlais que des structures légales. Maintenant, je reprendrai les chiffres du HCP qui date d'il n'y a pas très très longtemps et qui parlait de plus de 1 800 000 entre entités dans l'informel, ce qui est déjà beaucoup. Maintenant... Plus que ceux qui sont dans, voilà, exactement. dans le formel. Exactement. Ça, c'est une autre problématique. Bien sûr, c'est une autre problématique. Et le but de l'auto-entrepreneur, justement, c'était de faire passer une grosse partie de ces entités informelles dans le formel. Le problème, c'est que ce qui est visé, les objectifs visés, c'est que d'ici 2020, 100 000 auto-entrepreneurs. Aujourd'hui, effectivement, on parle de 56 000 auto-entrepreneurs. On se félicite, c'est bien, c'est très très bien. Sur un objectif de 100 000 à l'horizon de 2020. Donc, on va certainement atteindre cet objectif de 100 000 et peut-être même les dépasser. Mais 100 000 rapportés à 1,8 million, c'est quand même une goutte d'eau par rapport à la surface globale de tout ce qui est encore informel. Vous pensez qu'on aurait dû là aussi je pense voir loin? Je pense qu'en termes on aurait dû mettre davantage le paquet sur la communication, sur ce statut-là, sur les avantages de l'auto-entrepreneur, justement pour inciter beaucoup plus de gens qui sont dans l'informel aujourd'hui à rentrer dans le formel. Parce que vraiment, c'est une structure qui est très intéressante et qui offre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. En tout cas, c'est un sujet très critique au Maroc parce qu'il a aussi des retombées sociales, économiques. Donc, oui, il faut beaucoup de courage aussi pour prendre des décisions vis-à-vis de l'informel. Non, bien sûr. Je me souviens d'un article de M. Ben Kéran qui parlait justement de la lutte contre l'informel et qui faisait comprendre à demi-mot qu'il fallait lutter, mais pas trop fortement, parce que justement, il y avait des vies derrière, il y avait des familles, et que si on forçait trop, un jour, on risquait de se retrouver dans les mêmes cas de figure que la Tunisie à l'époque du printemps arabe. Oui. Ce que je comprends aussi. Alors, on arrive déjà à la fin de ce numéro de tableau de bord. Un mot pour finir sur les impayés, peut-être? Écoutez, visiblement, c'est le mot qui a fait le plus effet lors de l'événement Planète Entreprise. Je suis très content justement qu'il y ait une vraie sensibilisation par rapport à justement aujourd'hui les outils qui existent pour lutter contre ces problématiques d'impayés. Concernant la TPE, honnêtement, on me pose souvent la question, est-ce qu'il faut être optimiste ou pessimiste? Aujourd'hui, on a dépassé ce cap-là. C'est-à-dire, moi, à mon niveau, je peux dire que je suis optimiste ou pessimiste. Maintenant, il faut passer ce cap, il faut prendre des mesures, il faut agir. Voilà. Et on n'a pas assez de mesures pour les TPE, il faut le dire. Il y a des mesures qui sont prises, mais il faut maintenant les appliquer. Par exemple, les marchés publics, on parlait de 20% des marchés publics pour les TPME. Bon, voilà, maintenant, action, il faut le faire. Oui, c'est une promesse aussi de ce gouvernement, voilà. Justement. On arrive à la fin, je rappelle notre invité, Amine Djoli, responsable études et communication au sein d'Inforisque. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci de nous avoir écoutés. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de tableau de bord et un nouveau secteur.